Confession cornichon, première. Ouais. On marque quand même. Pardon. Non, parce que moi. Tu contre. Limite, je pleure. Quoi. Bonjour tout le monde, je suis Michel Biérot, président de Lidl France, et je suis aujourd'hui avec Confession Cornichon. Excellent. Bon, bonjour Michel, merci beaucoup. En fait, on est ici sur le stand Lidl dans l'émission Confession Cornichon. C'est une émission où on fait parler les gens qui font l'agriculture et l'agroalimentaire avec le cornichon en fil rouge, parce que le cornichon, on importe à 98% le cornichon en France, alors qu'on l'a tous dans les assiettes, donc on voulait que ce soit un peu le produit phare de notre émission. Et puis, ça va donner un petit peu de croquant, un peu de piquant tout au cours de l'émission. On verra dans les questions qu'on va te poser. Justement, hier, c'était l'inauguration du salon, 60e année d'ailleurs du salon. J'étais un peu mouvementé, enfin, c'est quoi ton regard là-dessus? C'était pour nous la 9e édition, donc 9e année consécutive que Lidl a un stand assez imposant quand même au Salon international de l'agriculture. Et j'avoue que cette 60e édition du salon, comment on pourrait dire, particulière, quoi, troublée, un peu sous tension. Alors tu vois, il a réellement ouvert le salon vers 13h30, en tout cas le hall 1, vers 13h30. Donc les équipes, parce qu'il y a 100 salariés Lidl qui tiennent le stand, elles étaient un peu au chômage technique hier matin. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour la sécurité des salariés, mais aussi du salon. Et donc le président, il a fait son show et comme il sait le faire. Et voilà, bon. Je pense que, en tout cas, moi, la colère du monde agricole, je la comprends parfaitement. Elle est parfaitement légitime et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, faut surtout pas qu'ils lâchent. Il faut qu'ils aillent au bout, je pense, cette fois, pour que vraiment on leur donne des pistes et des améliorations pour enfin qu'ils puissent gagner juste leur vie, quoi. Leur vie, ouais, c'est ça, ouais. Juste qu'ils aient un revenu décent, quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de grogne des agriculteurs depuis un certain temps, on vient d'en parler. Bruno Le Maire dit mettre un peu des coups de vis sur la loi Egalim notamment. Ouais. Là, il a sorti les gros bras d'ailleurs cette semaine, pas mal. Bon, toi, tu es confiant avec Lidl? Tu sens que non seulement je suis confiant, ou... mais écoute, a priori, il y en a 5 des distributeurs qui vont être sanctionnés par rapport à ce non-respect de la loi Egalim. Alors Bruno Le Maire, il avait quand même dit il y a quelques mois qu'il allait faire du name and shame. Bon, il l'a toujours pas fait. Après, c'est lui qui voit. Mais moi, j'y suis pas dans les 5. Donc voilà, moi, j'ai pas eu de courrier, j'ai pas eu d'injonction, j'ai rien eu. Du coup, c'est vrai que toi, tu dis, aujourd'hui, il y a 2 lois qui sont la LME et puis la loi Egalim. Ouais. Et toi, tu dis, la loi Egalim, je l'aime bien, mais la loi LME, elle est en trop. Enfin, c'est quoi ton... En fait, ce que je dis, c'est que Egalim a fait quand même bouger les lignes. Il faut lui laisser ça. On peut pas dire que c'est tout mal ou... Par contre, Egalim, en fait, pour moi, c'est plus un sparadrap et qui n'arrive pas à vivre parce qu'il y a une loi toute puissante qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie et qui gère en fait 70% de l'agroalimentaire en France. C'est toutes les marques nationales. Une marque nationale est gérée par la loi LME. Et c'est quoi la loi LME? Pour la faire courte, on part d'un tarif général qui sort du chapeau, qui est tout là-haut, et on négocie des services, donc on fait des remises et des ristournes conditionnelles pour arriver à un prix d'achat où à aucun moment on a parlé de matières premières, de coûts de production, de coûts de transformation, de coûts de distribution, logistique, packaging, etc. etc. On n'est pas du tout dans la marche en avant que certains disent en disant je pars du prix du produit et après je mets les couches, c'est plutôt l'inverse. Exactement, c'est ce que j'ai expliqué au Premier ministre. On sera toujours avec LME parce que c'est le principe de la loi en marche arrière. Ouais. Donc tu as une loi toute puissante qui gère 70% de l'agro qui dit qu'il faut faire la négo en marche arrière et on s'en fout de la matière première. Et là, tu as une loi Egalim qui dit « Ouais, mais ça serait quand même bien de sanctuariser le coût de production à l'éleveur. » Mais tu crois sincèrement que les marchands de tapis qui sont assis en Suisse ou en Belgique dans ces centrales de services, ils savent même pas que ils savent même pas que le laitier il existe, quoi. Ils s'en fichent. Ils négocient des services. Ils s'en foutent des produits. Donc du coup, si on revoit pas la LME, en fait, il y a un truc qui marche pas. Pour moi, c'est clairement ça. Alors, je le discute beaucoup avec des parlementaires, avec des politiques, parce qu'il faut à un moment donné avoir ce courage politique pour dire
il a peut-être raison, Biérot, avec cet LME, quoi. Il faut peut-être. Alors, est-ce qu'il faut la dégager? Il y en a certains qui disent qu'il faut juste changer cette histoire, tu sais, de date butoir. Ouais, enfin ça c'est minime. Ouais. C'est vrai que c'est un peu couillon d'avoir une date butoir au 1er mars qui n'a pas de rapport ou pas de. En tout cas avec le monde agricole. Je veux dire, nous on négocie la farine sur de la marque de distributeur en septembre parce que le blé se récolte en juillet et en août en fonction des régions. Le vin on le négocie en octobre parce que les vendanges sont en septembre. Pourquoi la date du 1er mars? Donc ça ok, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Je pense qu'il faut la réformer en profondeur pour que enfin Egalim puisse vivre, et peut-être Egalim 4, dont on est en train de parler, avec peut-être un prix plancher que Monsieur le Président a évoqué hier. Voilà, justement, dans les recettes pour essayer d'améliorer la situation est sorti justement le prix plancher. Donc le Président en a parlé. Toi, c'est ce que tu défends aussi? Alors moi, c'est ce que je défends depuis des années. En fait, j'essaye de réfléchir de façon très simple. J'ai pas fait beaucoup d'études, mais je me dis... On y viendra. Non, mais moi, je me dis, tu vois... l'industrie, en fait, on est 3 dans l'histoire. 4. Il ne faut jamais oublier le consommateur. Ouais. Lui, il a quand même le pouvoir d'acheter et de décider ce qu'il achète. D'accord? Ça, c'est très important, il ne faut jamais l'oublier. Mais avant lui, il y a donc la production, l'élevage, entre autres, ou les agriculteurs. Il y a la transformation, les industriels, et il y a la distribution. L'industriel, quand il achète un cornichon, si on reprend l'exemple de la jolie maison Marc et de ses cornichons, s'il achète le cornichon à 1, il a interdiction de le vendre en dessous de 1. On est d'accord? Ouais. Ça s'appelle l'interdiction de revente à perte. Ouais. Moi, quand j'achète ce même cornichon à l'industriel, peut-être 1,50, j'ai interdiction de le vendre en dessous de 1,50. Ouais. C'est la vente à perte. Et bien, tous les éleveurs, la France entière sait qu'un litre de lait aujourd'hui, je sais pas, c'est 46, 47, mais on lui paye tous à 40. Donc lui, il a le droit de vendre à perte. Ouais. Donc, on peut l'appeler prix plancher, on peut l'appeler prix minimum garanti pour l'éleveur ou pour l'agriculteur, on peut l'appeler interdiction de vente à perte pour l'éleveur. Ouais. Enfin, ça me paraît quand même pas super compliqué, quoi. Non, en tout cas, c'est assez simple à comprendre, mais cela dit, moi j'ai vu quelques réactions, notamment du côté de la FNSA, où je pensais, qui se disent non, mais il ne faut pas défendre le prix plancher parce que du coup, ça va figer les prix vers le bas. Je ne sais pas si tu as vu cette réaction-là. Non, j'ai pas vu cette réaction, mais... C'est assez surpris. Ils disent ça, enfin, certains, j'ai repris une citation d'un gars de la FNSA qui dit si on fait ça, ça nous bloque les prix vers le bas. Moi, ma réaction, je dis, si ce prix vers le bas, il te paye. Exactement. Pourquoi d'où est le problème, quoi. Mais je pense que c'est tout ce qu'on attend, non? Bah oui. Je veux dire, alors, bien sûr, il y a cette complexité des normes et on la connaît tous et c'est chiant. Mais on est d'accord aussi que si un éleveur ou un agriculteur vit de son métier, a une rémunération décente qui couvre ses coûts de production et lui paye un salaire, il est d'accord de rédiger des 20 pages pour avoir sa subvention. Ouais, ouais. D'accord? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas son revenu et en plus, il doit remplir les 20 pages et il n'en sort plus, quoi. Donc déjà, parlons de revenus. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. J'ai dit, vous pouvez faire toutes les annonces que vous voulez, mais parlez-leur de revenus. Alors le prix plancher, moi je ne comprends pas. Alors appelons-le interdiction de revente à perte si le prix plancher ça dérange. Ouais, peut-être que en quoi ça pose problème? Le Premier ministre a dit il faut construire le prix en marche avant. On revient sur ce qu'on disait juste avant sur LME. Et bien si on veut construire un prix en marche avant, il faut que le prix de base il soit figé à un moment donné. Il faut le déterminer. S'il est tout le temps volatile, on ne peut pas construire en marche avant. Ça sera toujours une marche arrière avec une variable d'ajustement sur le premier maillon de la chaîne. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique, mais parfois je me dis je dois être à côté de la plaque, quoi. Ok, on va entrecouper notre interview. On va prendre la question d'un éleveur qui te connaît un peu. Aïe. De C'est qui le patron d'ailleurs. Ah bah voilà. L'éleveur de C'est qui le patron, c'est Nicolas. Bonjour Michel, Nicolas, producteur de lait en Mayenne pour la laiterie Saint-Hôtel. Bon, on se connaît plutôt bien. On a signé depuis un certain nombre d'années déjà un contrat tripartite qui nous lie, nous, producteurs de lait de la PLBC, la laiterie de Saint-Hôtel représentée par Emmanuel Vasnex, et puis vous, Michel, avec l'enseigne Lidl. Comment on peut développer demain plus de partenariats comme ça pour qu'un maximum de producteurs de lait soient protégés et profitent notamment, entre autres, d'aides comme vous le faites avec le service de remplacement pour pouvoir, pour nous, partir un peu plus souvent en vacances. Merci, bon salon à vous. Merci Nicolas. Impeccable. Du coup, je
te laisse répondre à sa question. Alors en fait, il y a deux choses dans sa question. Il évoque deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'un côté la rémunération, on y revient, et il y a l'histoire du service de remplacement. Et ça, on pourra peut-être en parler juste après. Alors oui, effectivement, on a une tripartite avec la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel depuis des années. Pourquoi? Tout simplement parce que son propriétaire, son boss en tout cas, Emmanuel Vasnex, c'est pour moi le seul dans ce monde de l'industrie. Ça va te faire des copains. Ouais, non, mais après, parfois, il faut dire les choses. Mais non, mais c'est le seul qui se bouge vraiment pour le monde agricole. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Hein. On se connaît très bien avec Emmanuel et on fait plein de choses ensemble. Mais en fait, et il a une question. La question, elle est quand même super pertinente. Pourquoi on ne va pas plus loin? Alors déjà, pourquoi moi, je ne vais pas plus loin? Peut-être tu peux réexpliquer, parce qu'il parle des contrats tripartites. Juste de se alors, dire, en fait, parce que ça, c'est une petite particularité propre à très rapidement, il y a 9 ans, on est venu parce qu'on avait 4 millions d'euros de dégâts dans nos magasins. Parce que ce qui se produit aujourd'hui en France, c'était déjà, c'est juste une répétition. Hein. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Et si on ne fait rien, ça va encore être... Sauf que chaque fois, il y en a moins des agriculteurs. Donc il y a 10 ans, on avait 4 millions d'euros de dégâts. J'ai dit, mais il faut qu'on arrête, quoi. Enfin, il faut qu'on réfléchisse autrement. On ne va pas chaque année dépenser 4 millions pour retaper nos magasins qui se font démolir par les paysans qui sont en colère, et à juste titre, quoi. Donc on est venu au salon. Alors, je t'avoue, 2015, c'était chaud patate. J'avais 2 gardes du corps. Aujourd'hui, j'en ai 50, mais c'est des paysans. Donc, non, c'était chaud. Et c'est logique, je suis distributeur. Et donc il y a des éleveurs, notamment des ch'tis, des producteurs de porc qui sont venus me voir, qui étaient prêts à tabasser, à en découdre. Et ils me disent, et je leur dis, mais on discute d'abord. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, vous nous payez 1,08 € le kilo et il me faudrait 1,43 € pour vivre. Je dis, ok, mais moi je ne te paye pas 1,08 €. C'est l'industriel qui te paye 1,08 €. Donc je lui dis, tu sais quoi? Je m'engage à te payer 1,43 €. Et il ne savait plus quoi dire. Et je dis par contre, ni toi ni moi avons un outil d'abattage et un outil de transformation. Maintenant, on va se prendre la main et on va chercher ensemble l'industriel. En 2015, il n'y a pas un industriel en France, qui a voulu rentrer dans une démarche tripartite. Et ça, je te l'explique pour t'expliquer pourquoi la question de Nicolas elle est pertinente, mais pourquoi on ne peut pas y répondre aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de volonté collective dans ce pays, et donc il faut à un moment donné que le législateur intervienne. Et finalement, quand on parle de prix plancher, de prix minimum ou d'interdiction de revente à perte, c'est ni plus ni moins un contrat tripartite que je demande. Parce que qu'est-ce que c'est le contrat tripartite? C'est que l'éleveur dit « il me faut 1,43 € pour vivre », voilà le détail. Je veux dire, il ne te le dit pas comme ça. Hein. On sait aussi combien coûte à peu près un coût de production. Et en plus, il y a des indicateurs. Les interprofessions ont les indicateurs. On a tout dans ce pays pour bien travailler. Et donc, une fois que parce qu'il y en a plein, des mauvaises langues qui disent « ouais, non, mais Biero, c'est un illuminé, il raconte n'importe quoi, c'est borderline, c'est contrat, c'est anti-concurrence. » Anti-concurrence de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'éleveur, il dit « mon coût de production, il est ça. » Donc, je lui rémunère son coût de production et l'industriel et moi, on signe un contrat qui tient sur 4 pages qui dit l'éleveur, il va être payé 1,43 € ou 50 centimes du litre de lait, bref, peu importe. Et là, il sort de la discussion. Il rentre chez lui, il va traire ses vaches, il va élever ses cochons. Et après, l'industriel et moi, on continue. Donc, où est la concurrence? Enfin, il y a la concurrence, justement, pardon. Ouais. Tu vois? Donc, je ne comprends pas ce discours. Donc, moi, je continue à me battre et je partage, par contre, la valeur entre un prix d'achat qui est rémunérateur pour l'éleveur et un prix de vente que moi je vais fixer par rapport à mon marché concurrentiel. Et entre les deux, eh ben, il faut qu'on partage la valeur. Alors soit l'industriel est sympa et transparent et je sais tout et on se partage correctement la valeur, c'est ce qui se passe avec un Emmanuel Vasnex, ou alors il ne l'est pas. Et donc je bastonne pour avoir le meilleur prix d'achat. Donc c'est la réponse à la question de Nicolas, de dire pourquoi ça ne peut pas se développer. Parce que le maillon intermédiaire, il ne veut pas aller trop loin. Voilà, tu n'as pas trouvé d'autres partenaires qui voulaient... Mais pourquoi? Parce que l'industriel, à partir du moment qu'il rentre dans une démarche tripartite, devient transparent et quelque part devient prestataire de service. Et ça le dérange. Ça dérange un peu, tu vois. Mais ouais, mais en même temps, si on veut continuer cette souveraineté alimentaire française, il faut se partager la valeur, quoi. On sait qu'aussi, voilà, tu accompagnes des éleveurs sur la notion de bien-être et du coup des surcoûts que ça a, avec essayer de remettre aussi quelques euros pour prendre ça en fait, on essaye de...
on n'a pas la prétention de pouvoir ou de vouloir sauver le monde agricole. De le vouloir, si, mais de le pouvoir, non. D'accord ? Par contre, on pense qu'on peut proposer des choses, montrer des voies. Et après, j'appelle tous mes petits copains à me suivre parce qu'ensemble, on pourrait être très très fort. Je vais en citer que 2-3 parce qu'il y en a plein des exemples. On va prendre, tu viens de parler de... du bien-être Voilà, tu viens de parler du bien-être. On s'est dit, tout le monde veut du bien-être. Alors oui, il y a des ONG très extrémistes qui, eux, veulent qu'on mange plus rien, mais moi, je pars du principe qu'un éleveur, il est passionné. Il y a des dérives certainement, comme dans tout métier, mais il faut aussi les accompagner. Parce que quand on parle de bien-être, ça a un coût, le bien-être. Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, ça a un coût. Quand on parle de transition écologique, ça a un coût. Donc il faut les accompagner. Comment on les accompagne ? On met des enveloppes sur la table, bien-être animal, donc c'est le BEA+, et on va accompagner des éleveurs dans la transformation de leur élevage avec par exemple quelque chose qui améliore le bien-être des truies, c'est les cases maternité, liberté, d'accord ? Bref, il y a plein de possibilités pour améliorer le bien-être. Dans les élevages, on peut mettre parce que les cochons, dans leur milieu naturel, ils aiment bien jouer, mâchouiller, donc on peut leur mettre des toiles de jute, des petits morceaux de bois. Mais tu vas dire, bah ouais, un petit morceau de bois. Non, quand tu as une porcherie avec des centaines de cochons, ça a un coût pour l'éleveur. Et tout ça, il faut le répercuter à un moment donné dans son prix, dans son coût de production. Donc c'est comme ça qu'on aide, donc on met des grosses enveloppes sur la table. Là, on est à plusieurs millions d'euros pour améliorer le bien-être animal. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est on demande, il y a un agribashing qui se fait sur le monde agricole qui m'énerve. On dit, ouais, les éleveurs de bovins, c'est des pollueurs. Ouais, mais ce qu'on oublie de dire, alors c'est vrai, quand une vache pète, elle émet un peu de gaz carbonique, de méthane. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que quand toutes ces vaches pâturent, les pâturages, c'est aussi un absorbeur de carbone, d'accord ? Et donc on s'est dit, nous, forcément, on a une entreprise qui émet beaucoup de carbone, de par la logistique, par l'approche, le transport, etc., les fournisseurs, hein, bref. Et donc, alors, ça va certainement bientôt être dans la loi, mais pour se donner bonne conscience, on achète des certificats carbone pour compenser nos émissions. Et on les achète où ? On les achète à l'autre bout de la planète. On ne sait pas à qui va le pognon, on ne sait pas ce qu'ils en font, mais on est content, on dort tranquille, on se dit « ouais, c'est bien ». On a fait un beau geste. On a fait un beau geste. Alors qu'il y a des milliers de paysans dans ce pays qu'on pourrait... Et donc, on travaille avec France Carbone Agri, et notamment son président, l'ancien président des GIA, Samuel, qui fait un boulot formidable et qui va certifier des élevages avec lesquels on est en tripartite, d'accord ? Notamment, on a lancé le projet avec l'APAL, qui est une association de producteurs notamment de limousines pour nous, mais d'autres races aussi dans l'Est de la France. Et en fait, c'est des petites choses, c'est améliorer la mortalité des veaux, planter des haies autour de sa prairie. Et avec ça, il a sa certification. Et derrière, il me vend des certifs carbone à 38 € la tonne. Et ben ça lui fait un revenu complémentaire. Ouais. Et ce qui est assez cohérent, c'est que tu fais ça sur le territoire, effectivement, tu vas pas je boucle la boucle. Donc tu vois, exactement. Il y a plein de choses et tout ça, Lidl, encore une fois, c'est une petite échelle. On achète. Alors, Apple te dira non, Michel, c'est déjà 20 élevages, c'est 20 000 tonnes de carbone, etc. Mais on montre une voie, on dit c'est possible. Et on travaille avec Samuel pour dire mais allez tous, si on y va, tous les élevages, on peut faire ça. Et donc, c'est un revenu complémentaire pour les éleveurs, ça améliore leur quotidien, et nous, c'est bien pour la planète, c'est bien pour tout le monde, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi, parfois, même les politiques se saisissent pas de ces idées pour le déployer à l'échelle, quoi. Qui sont pleines de bon sens, en plus, quoi. Ouais. Ils sont pleines de bon sens. Et après, on peut parler de l'agriculture, de régénération des sols, tu vois, ou de conservation des sols. Ça, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai appelé le beau-père, j'ai dit, pourquoi tu laboures les sols ? Bah parce qu'il faut labourer les sols. Ah, toujours labourer. Mon père a labouré, il faut labourer. C'est quoi cette question débile ? Eh ben j'ai dit, je sors chez un producteur de pommes de terre. Le gars, il a vendu sa charrue. Il laboure plus ses sols. Il m'a fait un prélèvement avec son télescopique. Et ben chez le voisin, la terre, il n'y a rien. Et chez lui, ça grouille de vers de terre. Ça s'appelle la biodiversité. Ouais. Et ça fonctionne. Par contre, un gars qui est un peu frileux comme mon beau-père, qui dit bon non, il faut labourer. Si tu lui dis, vas-y, lance-toi dans l'ACS, il va dire ok, mais il faut savoir qu'un paysan, il a quoi, 40, 45 campagnes dans sa vie. Ouais. S'il en loupe une parce qu'il a fait un test, il en loupe une. Et là, nous, on intervient, on dit ok,
on va te payer plus cher la patate pour que tu fasses des tests en ACS. Ouais, pour faire C'est la transition, quoi. Pour faire la transition. C'est ça l'idée en fait. C'est très bien. Voilà, on essaye. Mais encore une fois, c'est à notre échelle. On pèse que 7% du marché. Si les 93 autres pourcents font pareil, je pense que ça peut. On parlera de tes copains après. Mais parlons un peu plus de toi quand même, parce qu'en fait, tu nous viens d'où? C'est quoi ta formation de base, ton parcours de base? Parce que qu'on connaisse quand même un peu Michel. Alors écoute, moi je suis un Alsacien, fier de l'être. Si tu veux, on peut parler alsacien parce que. Alors moi je vais t'en mettre. Je vais avoir du tu mal. vois, avec mes parents, je parle l'alsacien. Ouais. Et je viens d'un petit village. Et j'en suis très fier, qui est la capitale mondiale de la choucroute. Alors on va parler de cornichons a priori tout à l'heure. Tu vois, le cornichon choucroute, on n'est pas très loin. Et donc en fait ma maman, donc mes grands-parents, mon arrière-grand-père avait une choucrouterie. Ma maman et son frère l'ont reprise il y a longtemps. Et ils l'ont malheureusement vendu quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans. Donc j'ai pas moi. Et je pense que j'étais pas. T'as révolu? Ah c'était, mon père il me disait non, rentre pas là-dedans, regarde, ils y arrivent pas, ça paye pas. Déjà à l'époque, tu vois. Donc non. Du coup j'ai. Alors j'allais te dire, du coup j'ai fait plein d'études. Ouais. Bah non, j'ai pas fait plein d'études. Ouais, parce que j'avais vu, c'était une formation en hôtellerie. Ouais, alors j'ai commencé en quoi. électronique, j'ai fait un bac électronique, quoi. Je savais pas trop quoi faire, je me cherchais un peu. Et après j'ai fait un DUT de commerce, de technique de commercialisation, et j'ai fait une 3e année de tourisme effectivement, parce que je suis tombé après mon DUT dans l'hôtellerie par hasard pour des jobs d'été, et j'étais chasseur, j'étais voiturier bagagiste, ça m'a plu, j'ai dit ça c'est un domaine qui me plaît, et donc j'ai fait un peu de tourisme, et effectivement j'ai bossé 7-8 ans dans l'hôtellerie, un peu partout dans le monde, et en revenant en 2000, ma maman alsacienne découpe un petit article dans les dernières nouvelles d'Alsace qui disait cherche des gens pour Lidl. J'ai dit mais c'est quoi Lidl? C'est des magasins allemands. Écoute, le fils d'une copine travaille là-dedans, ça a l'air pas mal. Essaye. Et j'ai commencé l'aventure Lidl là. D'accord. Voilà. Du coup, sur un périmètre d'acheteur local. Alors non. Au début, j'étais en magasin. En magasin. Ouais, au début, j'étais à Colmar en magasin. Très vite, on m'a demandé de devenir approvisionneur d'une plateforme qui allait s'ouvrir à Nancy. Donc j'ai fait presque un an et demi en tant qu'approvisionneur, c'est-à-dire je commandais ce que les acheteurs référençaient pour la France. Ouais. Et en 2004, on m'a demandé de passer aux achats. Et là, je me suis dit, mais ils sont cinglés. J'ai jamais, à part une baguette, j'ai jamais rien acheté dans ma vie. Et c'est quoi qui a fait qu'on t'a appelé? C'est ton bon sens? C'est ton discours que tu avais déjà? Je pense, c'est cette façon. Parce que acheteur, il n'y a pas une école qui t'apprend à devenir acheteur. En fait, acheteur, c'est de la répartie, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme. C'est ça, être acheteur. C'est quoi acheteur? C'est un jeu, en fait. Et on discute avec les vendeurs qui, eux, sont dans le même rapport. À partir du moment qu'on est transparent de part et d'autre, après c'est un coup, moi je tire la couverture un peu plus vers moi parce que j'ai un meilleur bagou que le vendeur, et un coup c'est l'autre, et voilà, c'est ça finalement. Et donc écoute, j'ai démarré l'aventure achat en 2004, en 2011 on m'a proposé, donc en 9 directeur des achats, en 2011 directeur exécutif des achats. Et là, il y a 3 mois, on me dit « Michel, tu vas être le président de Lidl France ». Oh là là, j'ai dit « mais ils sont fous ouais. !» Et voilà. Où va s'arrêter l'aventure? Où va s'arrêter l'aventure? Non, elle va s'arrêter là, Mais donc voilà, depuis 2 mois, président de cette magnifique entreprise pour laquelle j'ai une grosse passion, quoi, une vraie passion, et je pense que tous les salariés, en tout cas tous ceux que je rencontre à travers mon tour de France actuel dans les magasins, c'est des gens qui sont, enfin tu le vois, on a 100 salariés sur le stand, ils sont picousés, il y a des filles, elles ont le vernis à ongles couleur de Lidl, quoi. Non, c'est un truc de dingue. Bref, donc voilà, une vraie passion. On va réécouter un autre témoignage de Pierre. Pierre, il est éleveur de veaux de l'Aveyron, il est président de l'interprofession des éleveurs des veaux de l'Aveyron. Donc, voilà. Bonjour Monsieur Biro, je m'appelle Pierre Cabri, je suis éleveur de veaux d'Aveyron du Ségala, dans l'ouest aveyronnais, avec ma famille, mon épouse et mes enfants. La méthode traditionnelle de production de notre veau lui confère une viande rosée, tendre et savoureuse. Je voudrais savoir si dans votre réseau de magasins, un produit comme celui-ci aurait sa place dans le segment des viandes premium, et aussi de pouvoir la contractualiser à son juste coût de production, ce qui serait une aubaine pour les producteurs de ma région. Je vous remercie. C'est un peu le même sujet?
Non, alors le veau, franchement, je vais être honnête et très sincère. On a testé avec, alors pas avec eux, mais avec un autre groupement d'éleveurs de veaux. Ça marche pas chez moi, quoi. J'avais 30-35% de pertes. C'est-à-dire quand on me livrait 100 barquettes, j'en jetais 35 à la poubelle, quoi. Et pourquoi? Bah, je sais pas, je pense que c'est un segment, c'est quand même, ça reste, alors je dis pas une niche, mais ça reste très petit comme segment, comme marché. Et le client Lidl, en tout cas, il est pas, tu vois, il y a des choses comme ça, l'agneau c'est pareil. C'est un produit un peu premium, du coup? Ouais, c'est un peu premium. Alors est-ce que le prix va jouer? On l'a testé sur le bassin de Nantes avec un joli groupement qu'on avait rencontré au salon de l'agriculture. On a dit allez, on tente, mais ça fonctionne pas, quoi. Donc je vais pas faire de promesses que je ne saurais tenir à Pierre. Tu vois, je préfère aussi être honnête dans ces cas-là et dire ouais, on sait faire des tests. On l'a fait le test. Je dis pas qu'il faut pas le refaire. Peut-être que le client il évolue. Hein. Il y a 10 ans, il voulait manger, il s'en fichait de manger français. Aujourd'hui, il veut manger français. Peut-être que demain, le veau aura de nouveau sa place. Et bien sûr qu'il faut pousser cette filière et j'aimerais bien pouvoir la pousser, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, je ne vais pas lui faire de promesses que je ne saurais tenir à Pierre. Ça marche. On a regardé aussi un peu sur le net ce qu'on voyait sur Lidl. Donc on a quelques publications qu'on va te laisser lire et puis tu vas nous dire et tu vas réagir par rapport à ça. Aucun problème. C'est les publications qu'on a sur Twitter en règle générale. Ou sur X. Ah. X. Celle-là, elle est d'actualité. Ah ouais, c'est d'actualité. Tu vois ce que je suis en train de regarder ? Il paraît que c'est une lettre. C'est une tribune. C'est une tribune. Ouais. Et mais Michel, t'es où dans la tribune là? T'y es pas là? C'est dingue. je trouve pas mon logo. Non, écoute, j'y suis pas, non. Et qu'est-ce qu'elle dit? Cette tribune, c'est des distributeurs qui disent on croit à l'agriculture, les gars, on vous soutient. C'est ça? C'est ce qu'ils disent? C'est ça, ouais. Et vous n'êtes pas tous ensemble dessus. Qu'il faut respecter la loi et que les centrales internationales, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Voilà, je ne l'ai pas signé cette tribune parce que je me sens pas, je suis pas en phase avec ça. Ils t'ont proposé quand même? Non. Ah bon, bah voilà. Mais voilà, mais je l'ai pas signé parce que, et de toute façon, même si on me proposait, je la signais pas parce que je suis pas en phase avec ça. C'est pas mes valeurs et c'est logique. Bien sûr qu'il faut soutenir le monde agricole. C'est facile de dire ouais, j'ai 100% de lait français, j'ai 100% de cochon français. C'est très facile de dire tout ça, mais à un moment donné, il faut passer aux actes. Ouais. Il faut juste passer aux actes et pas faire que du sparadrap et des annonces et de la com, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt dans les actes. Je dis pas qu'on est parfait, on est loin d'être parfait. Je suis distributeur et je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas philanthrope, mais je pense que, et si je suis là depuis 9 ans, j'ai une certaine légitimité. Le seul distributeur au salon et on a, je pense, gagné cette légitimité. Au début, c'était pas simple. Hein, il fallait, parce que tu viens pas au salon juste en signant un chèque pour avoir ton stand. Hein. Il faut montrer patte blanche au monde agricole et voilà, je pense qu'on a montré tout ce qu'on avait envie de faire et comment on avait envie d'avancer. Encore une fois, j'ai que 25% de mon lait qui est en tripartite. Hein. Si je reprends ce que disait Nicolas, j'ai pas 100%, donc tu vois, je pourrais être à 100, mais là aussi, il faut qu'on m'aide à ce que les industriels aillent dans ce sens-là, quoi. Donc voilà, je voulais pas signer cette tribune, ça m'intéresse pas. Alors que la France est à feu et à sang, signer une tribune pour dire ouais, on est copains avec le monde agricole. Ok, ouais. Bon, déjà, t'as pas essayé d'organiser une conférence sur le salon, déjà, toi, donc ça va. Non. Si tu veux passer, il y a une autre information, voilà, qui est sur les réseaux, justement. Ouais. Ah, il y a même des magasins chez moi, là. Ah bah oui, là, pour le coup. Contrôle de l'AET sur les fruits et légumes. Ouais, ça, c'est très très bien, ça. Alors ça, 3 anneaux. Bon, alors je sais pas si les 120 c'est chez moi. Non, alors je sais pas. Apparemment les contrôles c'est chez toi. Je sais pas si les 3. En tout cas, je suis pas informé. Hein. Ouais. Officiellement, je suis pas au courant. Hein. Alors, l'origine est un vrai sujet. Donc, moi, je salue l'initiative de Olivia Grégoire sur le sujet. Mais il y a 5 ans, Olivier Dauvers a lancé Balance ton origine. Je pense que j'étais un des seuls qui a signé le manifeste. Il relance. Il a bien raison, il a bien raison. Alors il y a plusieurs sujets dans l'origine. Tu vois là, on voit notamment des rayons fruits et légumes. Parce qu'il peut y avoir des anomalies qui ne sont pas une fraude, qui sont juste une anomalie. Alors on va tout de suite y aller. J'ai par exemple, ça peut être une des anomalies, j'ai 30% de ma volaille qui n'est pas française. Mais ça, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché. Pourquoi ?
parce que tu appelles LDC demain, qui est le plus gros producteur ou fournisseur de volailles en France, il va te dire je ne peux pas livrer 100% de volailles françaises à Lidl. Par contre, je travaille notamment avec Denis Lambert, le patron, pour dire quand est-ce que je peux être à 100%. Donc là, ils viennent de racheter une usine. Normalement, c'était 2025, mais au vu de la grippe aviaire, je n'arriverai pas à avoir 100% de volailles. Donc si ça, c'est une anomalie, oui, je confirme, j'ai pas 100% de volailles. Je n'ai pas 100% de beurre français. Il y a un éleveur la semaine dernière qui m'a envoyé une photo qui me dit « Michel, c'est pas correct ce que tu fais, tu as du beurre irlandais dans tes rayons. » Oui, je m'en suis jamais caché. 40% de mon beurre n'est pas français. Mais si vous voulez, on peut appeler ensemble Sodial, Lactalis, qui pourtant sont à la source, ou même LSDH, ou tous les faiseurs qui collectent le lait. Ils vont nous expliquer qu'il n'y a pas suffisamment de matière grasse pour avoir 100% de beurre français. Par contre, et je peux te le montrer, quand je fais une plaquette de beurre, pour répondre aux balances son origine de Olivier Dauvers, quand je fais une plaquette de beurre, je joue la totale. Je joue la totale transparence. J'ai la photo parce que le paysan me l'a envoyé. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Beurre, lait, origine, ouvrez la parenthèse, France, parce que c'est 60% de mon beurre, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Irlande. Fermez la parenthèse. Je ne mets pas UE. Ouais. Et UE, ça c'était déjà, avant même Balance son origine, les paysans sur le salon nous disaient UE n'est pas un pays. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais tu sais, Jean-Baptiste, en mettant, ouvrez la parenthèse et les 5 ou 6 pays, je n'ai pas vendu une plaquette de beurre en moins. Donc ça démontre bien, là encore, que si on veut, on peut le faire. Ouais. C'est pas, faut arrêter de dire on peut pas. Mais non, bien sûr qu'on peut le faire. La preuve, c'est pas un problème. Et le client, il achète le beurre quand même. Par contre, le client, il peut dire, ben non, je suis pas d'accord parce que il y a peut-être de l'irlandais dedans, je vais pas l'acheter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je reviens sur les fruits et légumes. Les fruits et légumes, tu vas dans un magasin aujourd'hui chez Lidl, effectivement, je dirais la moitié de mon rayon n'est pas français. Je me suis fait taper par un journaliste il y a 2 semaines qui me disait « Ouais, c'est une honte, vos tomates sont marocaines aujourd'hui. Bientôt, elles seront espagnoles parce qu'on remonte au fur et à mesure de la saison. » Ouais, c'est vrai, j'ai de la tomate marocaine. J'ai dit « Mais madame… » Et pas vendre de tomates en se disant… c'est ce que j'allais te dire. J'ai dit à la dame, il y a 2 choses. Soit vous avez des tomates françaises dans votre jardin et donnez-moi votre adresse, je viens tout de suite les acheter. Mais ce n'est pas le cas. Et j'ai le choix, effectivement, de ne pas vendre de tomates. Mais si je ne vends pas chez Lidl, je m'appelle Lidl, je ne m'appelle pas Monoprix, je ne m'appelle pas Le Bon Marché. Si demain chez Lidl, au mois de janvier, je n'ai pas de tomates marocaines, qu'est-ce que les consommateurs vont faire? Ils vont au magasin d'à côté. Eh bien, ils vont au magasin à côté. Ouais. Et ça, je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas me le permettre. Par contre, l'engagement que moi, Lidl, je prends, c'est que la première tomate qui rougit en France, elle sera dans mes rayons. Et en pleine saison, je n'aurai pas de tomates marocaines, je n'aurai que de la tomate française. De la même façon, les fruits à noyaux, je commence par le bassin de production et au fur et à mesure que la production et que la saison évolue, j'ai de la nectar, de la pêche ou de l'abricot 100% français. Il y a des productions comme la pomme. Chez Lidl, l'année dernière sur le salon, j'ai eu le premier prix de la meilleure enseigne vertueuse, 100% de pommes françaises, 100% de l'année, 12 mois dans l'année. C'est possible. Quand d'autres vendent de la pomme polonaise, même pendant la saison. Donc tu vois, le mot d'ordre de mes équipes, c'est chaque fois que c'est possible, j'ai du français dans le rayon. Et j'invite tout le monde qui m'écoute aujourd'hui, si dans un magasin, il y a une affiche qui n'est pas française, une barquette qui n'est pas française, appelez-moi, je vous expliquerai pourquoi elle ne l'est pas. Ouais, et il y a une dernière info, voilà. Alors. Une dernière info, une dernière… Ah oui, ça, le show. Ouais, non, mais à un moment donné, pareil, je me suis dit, ça faisait longtemps que ça me trottait. En fait, je l'ai là, si tu veux. Hein. Je peux te le faire en live, hein, si tu veux. Il est là sur le stand. En fait, c'est quoi? C'est un pavé de 400 pages. Et ce pavé de 400 pages, c'est un contrat avec une multinationale de marque nationale. Une multinationale, un contrat qui fait 400 pages. Et t'as combien de contrats, toi, quand t'as fait? Heureusement, j'en ai pas beaucoup. Tu sais, j'ai que 10% de marque chez moi. Heureusement. Sinon, il me faudrait une armée de juristes pour écrire ces contrats. Et c'est ce qui se passe chez tous mes copains. Donc, je voulais juste illustrer par là que LME, la loi de modernisation de l'économie, c'est 400 pages. La loi de la simplicité, Lidl, un contrat tripartite, c'est 4 pages. 404. Donc, voilà où on est en France. Et rappelons juste une chose très très importante, c'est que la France, nous sommes le seul pays au monde
où une loi de modernisation de l'économie régit les négociations des marques nationales qui représentent 70% de l'agroalimentaire en France. Aucun autre pays au monde n'a cette loi. Pourquoi ? Parce qu'on est certainement plus couillons que les autres et donc il nous faut des lois pour bien travailler. Bah non, je suis désolé. C'est pour ça que ça fait des années que je me bats pour qu'on supprime ou au moins qu'on réforme en profondeur cette loi pour revenir à des discussions parce que cette loi elle a apporté de l'opacité et donc de la méfiance. Et aujourd'hui, comme le disait toujours Julien de Normandie, c'est un jeu de dupes. Voilà, les mecs qui viennent, bonjour, c'est 7% de hausse. Mais pourquoi ? Parce que c'est 7% de hausse. Non. On veut de la transparence, il nous faut des partenariats parce que, contrairement à ce que certains pensent, moi j'ai besoin des fournisseurs pour vendre des produits et les fournisseurs ont besoin de moi pour les proposer aux consommateurs. On a besoin l'un de l'autre, de la même façon qu'on a besoin du monde agricole pour la production, pour la matière première. Alors juste, pardon, je fais une parenthèse de la matière première. Quand on dit qu'on ne peut pas mettre en place une interdiction de revente à perte parce que c'est de la matière première et que la matière première doit rester volatile, bah, dis-moi, est-ce que du lait c'est une matière première ? Non, c'est une matière transformée pour moi. Donc on peut trouver des idées pour dire, bah non, la loi, il faut figer le prix de la production agricole pour pouvoir faire une négociation en marche avant. Pardon, je ferme la parenthèse. Donc oui, ça c'était la démonstration pour dire, on marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête dans ce pays. Très bien, on va passer à une dernière. Je t'en prie, on va passer à une dernière séquence. La séquence avec un peu de croquant, un peu de piquant. Donc c'est la séquence où on cornichon. Va éventuellement croquer des cornichons. Donc un petit coucou d'ailleurs à la Maison Marc en fait, qui est un des derniers producteurs en France, qui nous a offert gentiment ces cornichons. On va s'ouvrir. Moi je suis alsacien, Jean-Baptiste, aigre-doux pour moi. Hein. Alors aigre-doux, voilà, moi je suis sympa, je m'en ouvre un aussi. Alors. On a bien eu le claque. Hein. Ah voilà, donc c'est bon. Donc déjà, la conserve était bien faite. Ça c'est signe de qualité déjà. Voilà. Donc je peux goûter. Oh, mais tu peux y aller. Ouh là là. Est-ce qu'ils sont bons ? Ouais, moi j'y vais aussi là du coup. Ah, ils sont top. Moment dégustation. Ah oui, on n'a pas pris les petites serviettes. Ah ouais, on n'a pas beaucoup. Non, ils sont bons. On fait comme à la maison. Hein. Bravo à la Maison Marc. Une toute petite remarque à la Maison Marc quand même. Pardon. Non, parce que moi. Tu parlais de piquant. Non, mais tu parlais de piquant. Non, mais c'est ce qui est dingue. C'est la petite remarque. Là, il y a marqué cornichon aigre doux. Ouais. Moi, je suis un grand spécialiste des cornichons aigre doux. Alors, on est des gros mangeurs de cornichons chez les Biro. Et en fait, dans mon petit village en Alsace, à Krautergersheim, qui est la capitale de la choucroute, il y a un choucroutier, il fait des cornichons. Et là par contre, limite je pleure quoi. Alors que les Alsaciens, je peux les manger, donc on n'a pas la même définition de l'aigre doux quoi. Mais je peux en reparler avec les Maisons Marc avec plaisir. Du coup, dans cette séquence-là, j'ai des questions un peu directes. Ouais. Et tu as deux solutions. Donc soit tu y réponds, soit si tu veux éviter la question, éviter d'y répondre, bah, tu manges un cornichon. Ça tombe bien, ceux-là ils sont un petit peu piquants, donc ça démarre bien. Première question, c'est quoi le 06 que tu appelles le plus ? Il n'y en a pas un que j'appelle plus, mais sincèrement, si on regarde, c'est le monde agricole. C'est le 06 du monde agricole. Ouais. Ouais. Mais du coup, les éleveurs directement ou les éleveurs. Non, les éleveurs. Ouais, tu vois, j'étais invité chez le Premier ministre jeudi soir pour parler de cette crise et pour apporter justement mes idées, certaines clés qui peuvent être une des clés de la solution. Et ben en y allant sur le chemin, j'ai appelé 3 ou 4 éleveurs. Pour dire, véridique, pour dire, t'en penses quoi ? Toi, tu dirais quoi si je parle de ça ? Et il y en a qui me disent, non, Michel, tu peux pas parler du prix plancher, peut-être le dire. Et il y en a un qui m'a dit, dis-leur, on veut pas vendre à perte. Tu vois, c'est un éleveur qui me l'a soufflé. Mais ouais, non, c'est clairement le monde agricole. Après, au quotidien, ouais, c'est mes équipes. Je gère quand même Lidl. Donc, mais sinon, en dehors de ça, c'est le monde agricole. Restons sur les 06. Comme tu es super pote avec Michel Leclerc et qu'en fait, on aimerait bien avoir une interview aussi avec lui, t'arrêtes pas son 06 à nous filer ? Non, je discute pas avec mes concurrents. C'est quoi les objectifs chiffrés de Lidl 2024 ? Écoute, alors je vais manger un cornichon parce que non, mais je vais pas te donner de chiffres parce qu'imagine bien que cette séquence va être écoutée de tous mes petits copains. En plus, tu leur as fait tellement plaisir. Jean-Baptiste, une fois que les caméras seront coupées, que le micro en est, te donne volontiers le chiffre entre nous deux. Moi, je joue la transparence avec tout le monde.
mais pas devant des caméras. Donc l'objectif, c'est de retrouver la croissance qu'on a connue pendant 10 ans et on va y arriver parce qu'on a 46 000 salariés juste incroyables qui font un job de passionnés dans les magasins. C'est quand même, faut jamais oublier, c'est les magasins qui sont la richesse, les entrepôts, les préparateurs de commandes. Donc voilà, grâce à tous ces gens-là, on va relever le défi, relever le challenge et avoir des chiffres exceptionnels en 2024. Donc je te donne pas le chiffre et bien volontiers je mange le cornichon. Quatrième question, c'est quoi dans tes magasins par rapport à tout le discours que tu viens de nous tenir? Est-ce qu'il y a quand même un produit dans le magasin ou quelques produits où finalement tu n'es pas très aligné ou tu n'es pas très fier par rapport à ce que tu as dit? Ouais, il y en a où je suis pas fier. Ouais. Les 30% de volailles allemandes. Alors, récemment, il y avait parce qu'en fait, ces 30% de volailles allemandes étrangères, et ben il y a quelques jours, j'ai trouvé de la volaille danoise. Ça me, j'allais dire un gros mot. Ça m'agace. Voilà. Ça m'agace fortement. Ouais. Ça, j'en suis pas fier. Mais après, tu vois, après, il y a des choses. J'ai du vin d'Espagne. À la différence d'autres, ils écrivent un joli nom français de château. Et en bas, tout petit, il y a marqué vin de la Communauté européenne. Ouais. Ça, jamais je ferai chez moi. Chez moi, il y a écrit en grand vin d'Espagne. C'est le titre de la bouteille, c'est le titre de la brique. Et sur l'étiquette, il y a marqué vin d'Espagne. Alors voilà, je sais qu'aujourd'hui, les viticulteurs du sud de la France, ils rament. Donc tu vois, on se parle aussi avec le monde viticole. Et ben j'ai retiré tous les vins d'Espagne de mes magasins dans le sud de la France. Voilà, on bosse ensemble. Alors que tous mes copains, ils ont encore du vin d'Espagne qu'ils n'identifient pas comme étant du vin d'Espagne. Donc voilà. Alors ça, c'est pas que j'en suis pas fier, mais oui, pourquoi je vends du vin d'Espagne, tu vas me dire? Ben parce que tout le marché vend du vin d'Espagne et parce que des consommateurs veulent acheter du vin d'Espagne pas cher, quoi. Voilà. C'est quoi le prochain buzz produit aux couleurs de Lidl? Bon, t'as mis les baskets, donc on ne pouvait pas te vanner là-dessus, mais c'est quoi? Bah écoute, alors ce buzz-là, c'était un peu fortuit et du hasard. Hein, c'est grâce à Djibril Cissé que ça fait un carton. Hein, parce que moi, j'en voulais pas de ces baskets et c'est les Belges qui les ont commandées. Et en fait, c'est véridique. Hein. Une erreur, quoi. Une grossière erreur. J'aurais pu être licencié pour cette erreur. Et en fait, Djibril les a vus sur les réseaux belges et il nous a appelés en disant « Je veux les baskets ». Et du coup, j'ai dit, ma com me dit, non mais gros coup de bol, ma com elle nous dit qu'est-ce qui se passe? Donc on en fait venir de la Belgique, une cinquantaine, des grandes tailles, on en envoie une paire à Djibril, et le gars il se prend en photo avec t-shirt Lidl, chaussettes Lidl, basket Lidl, il a 2 millions de followers, ça part en live total, et là, 6 mois après, on en a commandé 200 000 paires, en 5 minutes, on les vend les 200 000. Et depuis, tout ce que tu fais aux couleurs de Lidl, tu le vends comme des petits pains. Donc écoute, on a plein d'idées. Je sens que tu vas pas me le dire. Je vais manger un cornichon. Hein, c'est Joker. Là encore, je vais pas dévoiler mes surprises et nos idées. Donc je mange un dernier cornichon. Mais il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver. On a les équipes, encore une fois, elles ont plein de super idées. Et après, maintenant, il faut les pousser et faire du buzz avec. Quoi. Ouais. Bon, nous, si tu veux, on te propose d'imaginer peut-être le tracteur aux couleurs de Lidl, hein, si tu veux te rapprocher encore plus de l'agriculture. Écoute, on y avait déjà pensé. Bon, et ben écoute, Michel, merci beaucoup. On est arrivé au terme de ce Confession Cornichon. J'espère que ça a été, qu'on t'a pas trop. Non, moi j'adore j'adore ce format. C'est direct, c'est franc, et voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Donc non, bravo pour ce super petit format et je suis sûr que Confession Cornichon a de belles années devant lui. Quoi. Et ben on l'espère. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Commentez, likez, partagez. Dites-nous si justement ce format vous plaît. Donnez-nous des noms de gens que vous voulez qu'on interroge. Et puis merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Michel. Avec plaisir. Merci à toi Jean-Baptiste. Et Confession Cornichon, longue vie. Hein.